Chers amis, merci de nous rejoindre et de votre fidélité à cette chère Henri Lafontaine que nous développons avec vous, grâce à vous aussi, bien sûr, sur les réseaux. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à partager ces séquences pour mieux les faire connaître. Les valeurs d'Henri Lafontaine, la paix, l'enseignement, la connaissance, l'altérité, les femmes. Il va encore en être question ce soir avec notre invité, Francis Akindez, qui est professeur à l'université Alassane Ouattara et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être notre invité. Bonjour Francis Akindez. Bonjour Eddy. Alors, professeur de sociologie, ça interpelle. D'abord sur une série de phénomènes, on va dire. L'Afrique, pour l'instant, revisite comme l'Europe douloureusement parfois son passé. Est-ce que le passé colonial est encore une blessure? Elle est une blessure encore très vive. Très vive et elle revient, mais elle revient comme reproblématisation des plaies mal pensées de la colonisation. Et le cas typique, c'est ce que nous vivons en ce moment au Mali. Et avant le Mali, ça a été la même chose quand l'armée française a intervenu pour rétablir ce que la communauté internationale considérait comme étant la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu des moments dans l'histoire de ce continent où ces plaies mal pensées de la colonisation s'ouvre à nouveau et réveille des mémoires encore douloureuses d'un côté, qui tend à être effacées de l'autre côté. Vous voyez, donc on a l'histoire de la colonisation à de beaux jours devant elle. Pour autant qu'on l'écrive, parce que encore faudrait-il se mettre d'accord sur la mémoire de ces périodes, des périodes qui précèdent, des périodes qui ont suivi. Or, manifestement, des intérêts post-coloniaux, économiques, politiques, géostratégiques, financiers restent manifestement à l'œuvre sur ces territoires-là qu'on appelle encore la France-Afrique. Oui, la France-Afrique qui est en fait une façon de nommer la géopolitique franco-africaine au cœur de laquelle les intérêts de la France sont vus comme éléments se donnant de nouvelles façons de se perpétuer. Voilà, donc la France-Afrique est quelque chose qui est remise en question, qui est houspillé, critiqué, revisité. En gros, il y a donc ce problème de la France-Afrique, en fait. Oui, la France-Afrique est à l'honneur en ce moment. Ça rejouait vraiment, c'est vécu un peu comme une institution de l'ordre colonial qui retrouve un nouvel habit dans des organisations ou dans des systèmes de relations entre la France et l'Afrique, mais qui reconduit des systèmes qui reconduisent les intérêts de la France à travers des systèmes, des institutions. Et c'est tout cela qui est en cause en ce moment, parce qu'on le voit bien dans la situation comme celle du Mali, parce qu'on est devant les comptes mal soldés de la colonisation, et la question se pose de savoir qu'est-ce qui explique encore cette présence massive militaire, politique, géostratégique de la France dans des pays supposés être des pays autonomes et indépendants. Donc la question s'est reposée tout récemment au Mali, comme ça s'est posé pendant la crise sociopolitique qui a secoué un pays comme la Côte d'Ivoire dans les années 2010. Je rappelle que l'armée française est intervenue pour restaurer ce qui était considéré comme des élections dont les résultats n'étaient pas respectés par le président d'alors,
ce qui a été très mal vécu par une partie de la population ivoirienne, pas seulement ivoirienne, mais africaine. Donc c'est des moments pendant lesquels se sont posées la question des relations entre la France et l'Afrique, mais sur un registre de questionnement de ce que cherche encore la France en Afrique, dans des pays supposés être indépendants. Est-ce que cela pose aussi la question alors des élites africaines, Francis Akindès, de leur dépendance éventuelle au système france-africain? Alors, oui, parce que c'est à l'élite de renouveler les modes de gouvernance et de redéfinir les relations avec l'ancien colonisateur et au-delà, l'Europe, parce que l'Europe n'est pas faite que de la France, de l'Angleterre ou de la Belgique. Voilà, donc, mais ce travail de redéfinition des rapports, apparemment, n'est pas vraiment fait par l'élite, ce qui fait qu'il y a une espèce de reproduction de l'ordre ancien, mais très mal vécu par la nouvelle génération. Parce que les nouvelles générations aimeraient sortir de ce, je ne dirais pas, enfin oui, c'est un face-à-face, mais cette espèce d'ambiance un peu floue, de relations pas très claires, de dépendance, mais en même temps de fait de demande d'autonomie non assouvie. Donc on est dans une espèce de no man's land, de moins en moins accepté en Afrique. Voilà quoi, donc il y a quelque chose à travailler, il y a une vision à redéfinir par rapport aux relations qui peuvent exister entre les anciennes colonies et puis les pays dits indépendants. Dans la mesure où la franc-maçonnerie qui vous a occupé ici pendant la Scherwerhagen existe dans un certain nombre de ces pays, est-ce qu'elle est un reliquat du passé ou est-ce qu'elle est un gage d'avenir? Alors, j'ai parlé beaucoup de la franc-maçonnerie cette semaine parce que la Scherwerhagen m'a fait titulaire de cette chaire et au sein de la Scherwerhagen, on parle beaucoup de laïcité, de religion, mais également de laïcité. Donc, on m'a invité pour parler de cela. Moi qui m'intéresse depuis quelques années à ce qu'est la vie sociale de la franc-maçonnerie et de l'engagement maçonnique dans des contextes comme ceux africains qui ne sont pas à l'origine de la production de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie est venue dans la gibecière des colonisateurs. Donc du coup, vous voyez le lien à des moments donnés qu'on pourrait établir entre la franc-maçonnerie et la néocolonisation. Et d'ailleurs, ça apparaît dans le discours anti-maçonnique. Parce que une certaine façon de faire la maçonnerie en Afrique est perçue comme étant un système de réseautage à travers lequel survit la France-Afrique, notamment dans des pays comme le Congo, des pays comme le Gabon, et dans les réseaux par exemple où on négocie le pétrole, les ressources naturelles et tout le reste. Donc il y a énormément de production intellectuelle qui dénoncent les réseaux maçonniques comme étant des arrière-boutiques du système néocolonial. Donc une certaine franc-maçonnerie, pas toutes les francs-maçonneries, une certaine franc-maçonnerie apparaît également comme étant un maillon justement de la France-Afrique, mais pas toutes. C'est une institution qui, c'est évident, a aussi été instrumentalisée par un certain nombre de potentats. On songe au Gabon, où Omar Bongo lui-même ne faisait pas mystère de son appartenance et de l'utilisation qu'il en faisait. C'était le cas, ou c'est toujours le cas, au Congo-Brazza et dans quelques autres zones. Ça veut dire que certains potentats ou certains présidents africains utilisent aussi cet outil à leur profit ou au profit de leur clan. Visiblement, quand on s'en tient à ce qui ressort de la littérature, on a tendance à le dire. En matière d'analyse de type sociologique ou politique, il faut avoir les preuves de ce que l'on dit. Alors, ce que l'on dit du réseautage politique en maçonnerie, c'est la littérature qui nous le rapporte. C'est des choses certainement qui se négocient dans les arrière-boutiques, mais c'est difficile d'avoir les preuves. Mais cette thèse-là est souvent développée dans la littérature de type journalistique, anti-maçonnique,
généralement, parce que c'est justement... les médias vendent leurs titres lorsque, par an, ils font un numéro spécial sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle se vend très très bien. Elle se vend très très bien. Et justement, quand elle aborde cette question du réseautage france-africain, mais c'est toujours les mêmes informations qui ressortent, c'est toujours les mêmes noms que l'on entend. Et maintenant, quelle est la part de vérité dans tout ça en tant que sociologue, je ne saurais le valider sans avoir les preuves de ce qui est dit. En fait, elle se vend bien comme matière à scandale, en quelque sorte, pour que la presse puisse en faire ses bonnes feuilles. Mais si je vous comprends bien, elle se vend mal auprès de la population et elle s'assume mal. Alors, justement, elle contribue à une perception négative de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, du coup, est vue comme le monde des grands qui s'organise contre les petits. Alors, quand vous ajoutez à cela toute la propagande anti-maçonnique d'origine, d'inspiration catholique, ah ben, le tour est joué. Donc, vous savez, les églises catholiques, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, ont fait des communiqués, ont écrit des lettres pastorales pour décourager toute initiation de la franc-maçonnerie, ou pour se détourner de la franc-maçonnerie au cas où des catholiques, des chrétiens seraient des francs-maçons. Parce que pour eux, il y a une incompatibilité entre d'une double appartenance à la franc-maçonnerie et à l'Église catholique. Les protestants disent à peu près la même chose, mais ne vont pas ne poussent pas la chose jusqu'au là où les catholiques l'ont poussé. Ce ressentiment anti-maçonnique, on le sent chez les musulmans, mais c'est plutôt au Sénégal qu'on a observé la dernière fois, en 2018, une levée de bouclier contre une rencontre maçonnique qui devait avoir lieu en 2018. Et les musulmans ont réussi à empêcher ce rassemblement au Sénégal, au prétexte que la maçonnerie était vraiment la courroie qui permettait de développer des mœurs légères ou des pratiques inavouées dans la société sénégalaise. Donc, une association sénégalaise s'est levée, puis a interpellé le pouvoir sénégalais sur le fait qu'il ne fallait pas laisser faire cela, et que c'était visiblement une poche d'immoralité qui venait prendre en otage une partie de la société sénégalaise à travers son élite, justement. C'est interpellant ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que, alors que l'Église catholique est secouée, y compris ces derniers jours en Afrique, par des demandes d'enquête sur la pédocriminalité qui entoure l'Église catholique et pour lesquelles le pape au sommet demande pardon, c'est elle qui arrive à dire que c'est la maçonnerie qui conduit à des mœurs difficiles. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les églises catholiques africaines sont plus conservatrices que l'Église catholique, je dirais que le Vatican. Parce qu'en Afrique, ce qui est attendu des chrétiens, ce n'est pas la pensée critique, c'est la dévotion. C'est la dévotion. Et le prêtre, il n'est pas critiquable. Le prêtre ne peut être remis en question. Il est Dieu, il est presque Dieu. Donc, dans des contextes comme ceux-là, la parole du prêtre a un sens, a une force. Et on peut reprocher à l'Église catholique ce qu'on peut lui reprocher en Europe. Ça, c'est en Europe. Ce n'est pas en Afrique qu'on va demander de faire des enquêtes sur la pédophilie, même si le phénomène existe dans les sociétés africaines. Mais ça ne saurait faire l'objet d'un questionnement sociétal. Dans la mesure où l'Afrique est un continent qui cherche à se développer, quelle est la problématique aujourd'hui autour de la paix ? On est dans des pays qu'on vient de citer où l'activisme d'un certain nombre de groupes radicaux religieux met à mal les tentatives de paix. Est-ce qu'il y a une volonté de paix ou est-ce que les intérêts qui sont à l'œuvre menacent constamment la paix ? Il
il y a 3 défis à relever en Afrique. Le premier défi, c'est de pouvoir faire la nation avec des identités plurielles. Qu'est-ce que j'appelle identité plurielle? Le fait que dans un pays, il y ait une pluralité d'ethnies, ce n'est pas vraiment le problème. Ça ne peut renvoyer qu'à une richesse. C'est une manifestation de la diversité culturelle. Mais c'est pouvoir offrir à cette diversité culturelle un cadre unificateur. Et ça, c'est le rôle de l'État. Mais on est dans des contextes en Afrique où l'État, la plupart du temps, est privatisé. Et quand l'État est privatisé, il n'est plus l'élément central qui permet de rassembler ce qui est épars, donc d'unir des forces. Donc du coup, le sentiment d'exclusion se trouve exprimé par des groupuscules qui peuvent s'organiser sous forme de rébellion ou des manifestations extrémisme violent du type djihadiste dans les pays du Sahel. Vous voyez, parce que si l'État ne délivre pas les services qu'il est censé délivrer, si l'État utilise le monopole de la violence légitime contre un groupe qui estime qu'il n'est pas, au lieu d'être inclus, il se sent plutôt exclu, eh bien, le groupe s'organise contre l'État. Donc, vous avez des forces comme ça qui ne rassemblent pas, mais qui créent une espèce de confrontation avec l'État de temps en temps. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième défi en Afrique est lié au premier, c'est la question de la gouvernance. Vous voyez, on parle beaucoup de constitution qu'on tente de modifier à chaque fois, c'est ce qui fait... Pour prolonger les mandats. Pour prolonger les mandats. Vous voyez, ou encore lorsqu'on met en place des institutions qui sont censées réguler les élections, on essaye de pervertir les élections pour que la délibération soit en sa faveur, ou encore l'instrumentalisation de la justice pour écarter ses adversaires, ce qui est justement une manière de se construire une espèce d'autoroute pour conserver le pouvoir, parce qu'il n'y a que manipulateurs de justice que ceux qui sont au pouvoir. Donc tous ces 3 facteurs renvoient à un État de moins en moins crédible dans les pays africains, ce qui peut justifier que des coups d'État soient accueillis dans une liesse populaire, comme ce qu'on a pu observer en Guinée, au Mali, vous voyez. Bon, alors, le troisième défi, c'est la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que des élections libres dans ces pays qui enregistrent un taux de pauvreté aussi important? C'est quoi un bulletin de vote entre les mains d'un pauvre? Mais il ne vote pas. Il vote, mais il ne choisit pas. Tout simplement parce que le suffrage qu'il est censé exprimer est instrumentalisé. On lui donne une bouteille d'huile, une chemise, un t-shirt avec l'effigie de celui qui lui donne cette bouteille d'huile ou un sac de riz, et il vote sur cette base. Il a tendance, à défaut d'offres politiques variées, il a tendance à choisir sur le registre de la proximité. Qui est le plus proche de moi au plan, enfin, toutes les identités primaires, hein, au plan religieux, au plan culturel. Donc, il va voter région, il va voter ethnie, mais ce vote qui devient primaire dans son expression n'est qu'un vote non informé parce qu'il n'y a pas d'offre politique plurielle. Et puis, lui-même, en tant que votant, il n'est pas libre. Vous voyez, j'aime bien la liberté, elle doit être d'abord économique. Elle doit être d'abord économique, on lui donne les moyens de construire sa vie au sens d'Amartya Sen, d'organiser son existence. Et une fois qu'il a la capacité d'organiser sa vie parce qu'il a les moyens qui lui permettent de le faire, il peut voter en toute liberté. Mais s'il ne sait pas comment gérer les risques et les incertitudes de sa vie, on lui demande de choisir entre la fiction de la citoyenneté et la logique communautaire, ben, il choisira la logique communautaire parce que quand il a des problèmes, ben, vers qui va se retourner? Vers un parent, vers un proche, vers un coreligionnaire. Parce que la citoyenneté n'est qu'une fiction dans les contextes de pauvreté. Voilà. Vous le savez,
Je le redisais il y a un instant, évidemment, Henri Lafontaine, parmi ses préoccupations, il y a la paix, on va y revenir, il y a l'enseignement et les connaissances, et véritablement, il a cherché à développer, avec des partenaires, l'idée d'une non seulement connaissance universelle, ce qui était très ambitieux, mais aussi d'un partage de la connaissance. Quel est l'accès aujourd'hui à la connaissance en Afrique? Quels sont les outils? Vous êtes professeur d'université, qui a accès finalement au savoir? Alors, théoriquement, c'est écrit dans toutes les constitutions, l'accès à l'éducation est un droit pour tous. Mais une chose est d'écrire des tests et une chose est de pouvoir mettre en exécution ces tests, concrétiser ce qui est dit dans les tests. Et c'est là que les problèmes commencent en Afrique. Il n'y a qu'à voir l'état de l'école en Afrique. L'état de l'école en Afrique dit tout des sociétés africaines. L'école publique est un legs colonial. Lorsque l'on décide de se réinventer, il faut réinventer également l'école. Parce que c'est l'école qui est censée fabriquer le citoyen, qui est censée contribuer à la fabrication de la société dans laquelle on désire vivre. Après les indépendances, l'école, en tant qu'institution publique, a tenté de jouer le rôle qui est le sien. Jusque dans les années 90. Et il y a eu les programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés littéralement par les institutions de Bretton Woods, qui ont détruit l'école. Complètement détruit le système éducatif, comme ça a détruit également le système de santé, parce que les programmes d'ajustement structurel demandaient aux États de rééquilibrer la dépense publique, de désinvestir dans certains secteurs, et curieusement, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Depuis ce qui s'est passé dans les années 90 jusqu'à ce jour, les États ne réussissent pas à trouver un nouvel équilibre en matière d'offres de services publics de santé et d'éducation. Alors, le pire, c'est qu'on a tenté de privatiser l'offre d'éducation. On dit maintenant dans les écoles, dans les pays africains, qu'à défaut de pouvoir offrir une éducation publique, il faut entrer dans une logique de partenariat privé-public. C'est-à-dire, l'État peut sous-traiter le secteur privé ou le secteur privé vient suppléer le déficit de l'État en matière d'offres. Et la qualité d'éducation dans le système public baisse d'année en année sous la pression de la démographie scolaire. Donc, du coup, vous retrouvez dans les classes du primaire, dans certains pays, un effectif de 100 élèves. Comment un enseignant peut-il reconnaître chaque élève dans une classe de 100 personnes du début de l'année scolaire à la fin de l'année? D'ailleurs, si l'année scolaire va jusqu'à la fin, parce qu'il y a des grèves en permanence dans ces établissements, qui manquent pratiquement de tout. Évidemment, il ne faut pas complètement assombrir le tableau. Il y a des États qui tentent de faire des efforts, mais qui sont vraiment coincés entre les ressources disponibles et la démographie jeune, qui va mais vraiment en croissance, et qui deviennent vraiment des contraintes pour les États. Donc du coup, vous avez des offres à plusieurs échelles. Vous voyez, vous avez les offres d'éducation du secteur public, depuis le primaire jusqu'à l'université, qui sont des offres de moindre qualité. Et puis maintenant, les offres du secteur privé. Dans le secteur privé, il faut encore les classer. Ce que me disait un ami la dernière fois, il parle d'écoles gold. Les écoles gold, c'est des écoles qui coûtent très cher et qui peuvent offrir sur place le minimum attendu d'un système éducatif, que ce soit dans le primaire, le secondaire et les universités. Donc finalement, on a une offre d'éducation à plusieurs vitesses. Alors, avec une offre d'éducation à plusieurs vitesses, les possibilités pour ceux qui sont passés dans ces écoles ou ceux qui ont financé, les familles qui ont financé l'éducation dans le privé, les possibilités sont totalement inégales. Donc, les chances pour ceux qui sont passés
dans ces différentes écoles sont inégales sur le marché du travail. D'abord, un. Deux, du point de vue de la capacité de l'école à réinventer des piliers, des valeurs d'une société qui veut se transformer, eh bien, l'école faillit également à ce niveau-là. Donc, l'offre d'éducation est devenue en lui-même un problème et il y a tellement de pression sur le système éducatif, les décisions se prenant dans l'urgence dans les contextes africains, on n'arrive pas à résorber les grands problèmes que pose l'éducation. Pour un jeune ou une jeune étudiante, et on arrivera dans un instant à la problématique des femmes également, mais pour un jeune étudiant diplômé aujourd'hui en Afrique, pour lui le mieux, l'espérance, c'est quoi? C'est partir à l'étranger, se faire embaucher par un gros groupe international ou devenir ministre? Dites-moi où vous avez été à l'école, je vous dirai quelles sont les chances que vous avez sur le marché de l'emploi. Si vous faites les écoles publiques, si vous passez par les universités publiques, vos chances sont limitées. Mais si vous avez la chance de sortir d'une famille qui a les moyens et qui peut vous payer des écoles privées sur place ou vous envoyer à l'extérieur, eh bien, le marché du travail saura vous récompenser en fonction des efforts financiers que vous avez fournis ou que vos familles ont pu fournir pour acquérir des compétences. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de compétences qu'autre chose. Quelles compétences avez-vous? Quelles compétences vous a donné l'école que vous avez fréquentée? Or, la plupart du temps, les écoles publiques donnent peu de compétences, elles donnent des diplômes, mais peu de compétences. C'est là le problème. La question des femmes est centrale dans toute l'œuvre aussi et dans les combats de la famille La Fontaine. Le frère comme la sœur, vous le savez maintenant, se sont engagés pour la cause des femmes, l'émancipation féminine. Alors, Francis Akindès, cette question, je vous la pose. On ne peut pas parler de la femme africaine comme on ne parlerait pas de l'européenne, sinon c'est un peu une insulte à votre propre discipline de sociologie. Mais les jeunes femmes en Afrique ont-elles progressivement des chances égales aux jeunes hommes en termes de formation, en termes de débouchés, ou est-ce qu'un certain traditionnalisme entretenu aussi par certaines églises contribue à identifier la femme au foyer et l'homme aux affaires? Alors, quand vous entrez dans un amphithéâtre, quand vous prenez la démographie estudiantine, vous voyez déjà la différence. Vous avez moins de femmes que d'hommes dans les amphithéâtres. Donc, c'est la preuve que le parcours des gens ou le résultat vu sous l'angle du genre est inégal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes qui arrivent au bout de l'échelle que les femmes. Mais je peux vous assurer que dans les contextes africains, les femmes, elles ne se laissent pas faire. Hein. Elles s'organisent, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations qui... c'est pas facile pour elles, parce que c'est des sociétés très masculines. Très macho. Je dirais, elles sont des machismes parfois voilés. Elles ne s'avouent pas comme telles. Mais on sait que quelque part, les hommes n'ont pas envie de perdre leur position dans ces sociétés-là. Mais les femmes ne déméritent pas parce que, vous voyez, dans une société comme le Bénin, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, dans un pays comme le Bénin, je dirais, il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous savez qu'un enfant qui naît peut porter le nom de son père comme celui de sa mère? C'est une avancée remarquable. C'est une société patriarcale, mais dans laquelle il y a eu cette percée-là. Il faut le souligner, vous voyez. Je vous donnerai l'exemple tout récemment d'un animateur en Côte d'Ivoire, il y a moins d'1 an, d'un animateur de télévision qui croyait pouvoir sensibiliser contre le viol et qui simule le viol sur un plateau de télévision. Et il s'amène avec un mannequin, il va chercher un repris de justice, notamment pour viol, et puis il lui demande de simuler la manière dont il viole une femme, dont il a pu violer une femme. Et à un moment donné, il lui pose la question de savoir, mais votre partenaire, mais quand vous faites ça, est-ce qu'elle a joui? Alors ça a choqué la société ivoirienne. Dès le lendemain, les associations féminines se sont mobilisées, ont empêché le lendemain l'ouverture des portes de cette chaîne de télévision.
Les médias ont été inondés de messages pour dénoncer ce phénomène. J'y ai contribué aussi parce que ça m'a énormément choqué. D'ailleurs, je m'apprête à faire un film documentaire sur la question du viol. Bref, tout ça pour vous dire que dans les sociétés africaines, la position des femmes, elle est ce qu'elle est, comme partout ailleurs, mais les femmes, elles se battent. Et je trouve ça très courageux dans des sociétés très sexistes, très masculines, machistes même à la limite. C'est pourquoi il est important de mettre l'accent sur la scolarisation des femmes. C'est très important. Nous nous y évertuons. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin des femmes pour y arriver. Je dirige des thèses et je vois les différences qu'il y a entre les hommes qui s'inscrivent en thèse et les femmes. Entre-temps, pour deux étudiants, un homme et une femme qui s'inscrivent la même année, l'homme peut soutenir sa thèse en 3 ans, 4 ans, mais la femme va soutenir la sienne en 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, elle a connu des maternités, entre-temps, elle s'est mariée, si elle a de la chance d'avoir un compagnon ou un mari qui n'a rien contre les femmes diplômées, il va l'encourager, mais si c'est le contraire, il va l'amener à faire chaque fois les enfants, parce qu'il ne lui dit pas franchement, elle va contracter des grossesses tous les ans, donc s'il va l'empêcher d'étudier. Donc, vous voyez, on est face à des phénomènes comme ça, et dans les universités, on essaie de nous ajuster. De ne pas permettre au système de sortir ces femmes, parce que c'est une perte en matière d'efforts d'égalisation des genres. Vous voyez. Mais j'avoue que ce n'est pas facile pour les femmes. Dans la mesure où les religions, certaines peut-être même plus que d'autres, imprègnent très fortement quand même encore, vous nous l'avez évoqué il y a quelques instants, le tissu social en Afrique, quel est leur rôle par rapport précisément à ces problématiques de genre? Alors, les religions ne s'expriment pas trop, vraiment, ne s'expriment pas vraiment sur la question du genre. On le voit dans les églises, les femmes, elles ont les places qui sont les leurs. Elles n'ont pas plus de place que les religieuses n'en ont dans les congrégations. Elles donnent la communion, mais l'Église n'intervient pas trop dans l'arène sociale sur la question de la relation des genres. Sauf que, lorsqu'on parle de dividendes démographiques, l'Église s'oppose à tout ce qui peut affecter le contrôle de la natalité. L'Église considère que c'est Dieu qui organise la vie, qui donne les enfants aux familles, la planification familiale, qui peut être parfois médicalisée, n'est pas la chose à promouvoir. Et dans le contexte africain, c'est là qu'on sent l'Église, la position de l'Église. C'est pourquoi les gouvernements africains, à part quelques-uns, ne vont pas trop sur le terrain, sur la problématique des divisions démographiques, sur laquelle ils sont souvent appelés. Parce que, je vous le disais tantôt, l'asymétrie entre les ressources disponibles et la démographie qui ne cesse de croître fait que les dépenses publiques ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc, logiquement, vous adaptez vos dépenses aux ressources dont vous disposez. Donc, ça rappelle quelque part un effort en termes de politique publique pour réduire cette croissance démographique et l'ajuster à la disponibilité des ressources. Et ça, les États n'arrivent pas à aller sur ce terrain parce qu'ils rencontrent la résistance des religieux. Voilà. Et puis, culturellement, faire des enfants, vous savez, quand vous sortez du milieu religieux, que vous allez en milieu rural, les enfants sont encore considérés comme étant une richesse. Mais on ne voit pas l'autre côté, c'est que les enfants cessent d'être une richesse quand on pense que c'est seulement
que l'éducation publique n'est plus aussi, ne s'offre plus aux familles comme ça et qu'il faut aller vers le privé pour scolariser les enfants, ben, du coup, les enfants cessent d'être une richesse. Donc, il faut shifter sur cette perception de l'enfant dans les familles. Et dans les milieux urbains, on le sent. Les familles sont obligées de vivre dans des espaces réduits. Elles comprennent d'elles-mêmes qu'on ne peut pas élargir indéfiniment la famille. Voilà. Sinon, quand on va en milieu rural, cette conception nataliste est encore fortement présente. On connaît l'islamisme radical à l'œuvre en Afrique du Nord et au Maghreb et au Machrek. On connaît encore son activisme dans un certain nombre de pays où l'on trouve des sectes comme les Chebab qui activent. On a évidemment des Boko Haram qui agissent et pour qui les femmes peuvent être des synonymes de rapt. Quel est le poids réel de cet islamisme radical en Afrique? Alors, il faut vraiment commencer par faire la différence entre l'islam et l'islamisme, parce qu'il ne faut pas faire comme si l'islam, il ne faut pas indexer l'islam comme étant la source des problèmes. C'est une certaine interprétation théologique de certains, c'est une forme d'interprétation de l'islam qui donne l'islamisme et qui produit cette radicalisation ou ces formes d'extrémisme qui deviennent de plus en plus violents. Et on le voit par exemple en Afrique de l'Ouest, ça s'est développé avec Boko Haram au Nigeria et dans les pays du Sahel avec l'État islamique et puis Al-Qaïda qui se développe. Et qui Il y a eu l'immense massacre de l'université de Garissa, par exemple. Bien sûr, et puis on l'a vu aussi au Mali avec la destruction de musées, de bibliothèques notamment, parce qu'ils considèrent qu'il y a une espèce de syncrétisme qui s'est développé et qui pollue l'islam pur. Vous voyez, on est dans la logique de la pureté. Alors ce phénomène descend maintenant un peu vers les pays du Golfe, notamment le Bénin, qui a connu quelques attaques ces derniers temps, la Côte d'Ivoire. Le Togo se sent également menacé, en tout cas tous les pays du Golfe. Alors, généralement, ce phénomène se développe lorsque il y a des tensions au sein des communautés qui ne trouvent pas de solution. Et qu'une des communautés tend à se rapprocher de l'islam pour trouver, d'un certain type d'islam, pour trouver des solutions aux problèmes qu'elle vit. Ou encore quand les ressources naturelles commencent à être rares et que des batailles opposent des utilisateurs qui sont d'origine religieuse différente. Je donne un exemple. C'est toute la question, par exemple, des conflits entre éleveurs et paysans, éleveurs et agriculteurs, aussi bien dans les pays du Sahel que dans les pays côtiers. Et on tend à indexer les Peuls, parce que les Peuls, c'est des éleveurs. Et comment ça se passe? C'est dans les couloirs de transhumance pour faire paître le bétail, ils se retrouvent en train d'empiéter ou de dégrader les champs des agriculteurs, et c'est source de tension, généralement. Et c'est généralement ce type de tension qui crée des crispations dans les sociétés avec des réponses au niveau des Peuls qui passent par la mobilisation de ces cercles, parce que ces cercles les mobilisent en disant, vous voyez, ces États ne trouvent pas de solution à vos problèmes, déjà que vous-même vous êtes exclus, le développement ne vient pas à vous, vous êtes un peuple de migrants, voilà comment on vous traite. Donc, et du coup, les Katibas les aspirent et ils deviennent des acteurs, mais pas tous les Peuls, ça il faut vraiment le préciser, parce que c'est très dangereux de parler des Peuls et de stigmatiser tous les Peuls. Il ne faut pas essentialiser. Voilà, il ne faut vraiment pas essentialiser. Donc ce phénomène va se développer tant qu'il y a la pauvreté, tant qu'il y a, par exemple, des ressources de plus en plus rares à gérer, et aussi si l'État ne sait pas être équitable.
dans son traitement des problèmes ou dans l'allocation des ressources. Et puis dans l'utilisation de la violence légitime, parce que dans certains pays, l'État, les policiers, les gendarmes, les militaires sont dénoncés pour le traitement qu'ils font à certains groupes culturels, et ça les amène à se mobiliser justement contre cet État qu'ils considèrent comme étant des États injustes. Vous voyez? Donc il y a un ensemble de facteurs qui favorisent ce type de phénomène et qui insécurisent les sociétés africaines qui sont déjà elles-mêmes très fragiles, parce que l'unité nationale qu'on attend n'est pas créée, les problèmes de répartition des ressources, les problèmes de gouvernance déjà se posent, et quand ça vient se rajouter, ça fait beaucoup pour des sociétés qui étaient déjà fragiles. Nous sommes ici aussi, souvent on l'entend en Europe, en Occident en général, ces temps-ci questionnés, bousculés, confrontés à une série de problèmes, notamment sur des thèmes comme le décolonialisme et le passé. Alors le passé, on en a parlé de ce passé colonial en début de notre entretien, Francis Akindès, mais sur la question aussi de la façon dont on se ressent. Quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, quelqu'un comme Aimé Césaire, cultivait avec fierté le mot nègre et négritude. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, c'est ressenti comme une insulte postcoloniale? Est-ce qu'il faut décoloniser ou décolonialiser certains de ces mouvements? Ou est-ce qu'au contraire, on l'assume comme une forme de fierté? Vous avez tous ces courants en Afrique. Hein. De toutes les façons, la colonisation fait partie de l'histoire des pays africains. Ne serait-ce que à considérer les langues que nous parlons pour communiquer avec le monde extérieur, que ce soit l'anglais, le français, l'espagnol ou encore le portugais. Donc nous ne pouvons pas nier la part de colonisation dans nos vies. Maintenant, il y a ce que nous en faisons et comment nous l'apercevons. Il y a certains qui restent encore très en colère sur le fait colonial, et surtout lorsqu'ils revisitent la manière dont les piliers du racisme. Avouons que c'est révoltant que des hommes considèrent d'autres hommes comme des inférieurs, les exposent comme on expose des bêtes, leur jettent de la banane, comme ça a pu être fait dans certains musées en Europe. C'est désolant, c'est révoltant. Mais il y a d'autres qui assument cela comme étant une partie de leur existence, et surtout quand on prend ceux qui sont nés après les indépendances. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas porter ce poids de la colonisation sur le dos, et que le monde est planétaire maintenant, et qu'il faut redéfinir les relations avec les gens, simplifier les choses, ne pas oublier, ne pas se souvenir, ne pas oublier, mais continuer à vivre. Sinon, chaque civilisation va vivre dans son cocon, il n'y aura jamais de rencontre, on ne pourra jamais unir ce qui est part. Si on reste figé sur le passé, de toutes les façons, ceux que nous avons en face de nous ne sont pas ceux qui ont colonisé hier. Donc, souvenons-nous, mais n'oublions pas de continuer de vivre. Ça, il y a certains qui sont un peu dans ce schéma. Et j'aurais tendance à soutenir cette approche des choses, sans nier le fait que ceux qui ont encore une mémoire douloureuse de ce qui s'est passé continuent de ressasser ce passé qu'ils n'ont pas digéré. Je peux le comprendre, mais je n'excuse pas le fait qu'on ne vive qu'avec ce passé. Il faut transcender cette relation au passé. On est dans un présent qu'il faut vivre pleinement, et il faut définir un futur, d'autant plus que le monde est un maintenant. Pour aller d'Abidjan à Bruxelles, c'est 6 heures de vol. Vous faites les 6 heures très rapidement. Le monde se métisse à une vitesse grand V. Et l'autre, quand il est vraiment différent de moi, il m'enrichit. Donc, si je perçois l'autre comme une source d'enrichissement, si je perçois l'autre comme
une entité qui a le droit de vivre autrement que moi et que j'ai le respect de cette altérité, penser à m'enrichir de ce qu'il est, de sa manière de penser, de sentir et d'agir, m'enrichirait beaucoup mieux qu'une fermeture à l'autre. Voilà. Et aussi, apprendre à dire à l'autre qui je suis me paraît être un devoir capital. Un devoir capital, et c'est sur ce terrain qu'on peut continuer à être des humains, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En conclusion, il est souvent entendu dans les discours depuis une petite dizaine d'années d'intellectuels en Europe que l'Afrique sera ou est le continent du XXIe siècle. C'est une vision optimiste des choses? Ben, le continent du XXIe siècle, c'est très joli de dire ça. Ouais. Ben, ça peut booster en Afrique de penser ça. Que des gens, une partie du monde nous fait confiance. Il y a des ressources. Nous sommes une population jeune. La grande différence avec l'Europe, c'est que l'Europe, elle est vieillissante. Nous, nous rajeunissons. C'est une population très jeune. Et quand on a une population jeune, c'est une ressource. Et c'est là que l'éducation prend tout son sens. Nous devons comprendre que nous sommes là sur une richesse. Et c'est à nous de fertiliser ce sol pour en faire cette Afrique victorieuse qu'on veut pour le XXIe siècle, une Afrique qui ne va pas faire qu'envoyer des footballeurs en Europe, qui ne va pas faire que renouveler le rythme, la musique en Europe, mais qui va participer de façon plus intense à la richesse du monde, au partage, à l'humanité. Voilà, c'est parce que de ça qu'il s'agit. Nous ne devons jamais oublier que nous appartenons à une humanité et nous avons le devoir de la développer, mais pas dans l'adversité avec l'autre. Partageons ce qu'on peut partager, respectons nos différences et en considérant que ces différences sont une richesse. Merci beaucoup, Francis Akindès, pour la richesse de ce portrait, de cet entretien avec beaucoup de franchise. Et je gage que l'on se retrouvera encore, ici ou ailleurs, pour en refaire le bilan. Mais merci d'être passé par notre chaire. Merci à vous aussi de la fidélité à cette chaire. Je le répète, faites circuler les séquences, faites savoir qu'elle existe et soyez-y fidèles. Merci. Merci beaucoup, Eddy.